de la 75e session, je pense que pour tout le monde c'était une source d'angoisse parce que c'est comme quand t'as tes repères, en fait ça a été comme quitter le nid familial une deuxième fois ce truc là, tu vois ce que je veux dire, c'est comme quand tu pars de chez tes parents, mais avec ce que t'as construit après, donc peut-être encore plus angoissant, tu vois, mais en fait on s'est très vite rendu compte que ça changeait rien. Sheldon, bonjour, Juncker, bonjour. Merci de vous prêter au jeu de la discussion. On est hyper content de vous avoir pour inaugurer ce nouveau format. Pour la présentation, vous êtes tous les deux ingénieurs du son, producteurs et aussi deux organes vitaux de la 75e session. Sheldon, toi tu commences à avoir une discographie qui est assez conséquente maintenant, avec des projets comme Fréquence sombre, Mauvaise humeur, Fétiche et ton album Lune noire qui est sorti en 2019. C'est ça. Et Juncker, DJC, de ton côté, tu produis beaucoup pour les artistes et membres satellites de la 75e. Donc je pense à Inspire, M le Maudit, Népal, Limsa, Ziné. Et bien sûr Sheldon, puisqu'on vous retrouve tous les deux sur une série de 3 projets qui s'appellent respectivement RPG, FPS et DLC. Alors avant de parler de tout ça, j'aimerais bien qu'on parle d'où on est actuellement. On est loin du dojo, de votre tanière habituelle, à Nantes, dans un appartement. Est-ce que vous pouvez nous décrire où est-ce qu'on est, qui sont les gens qui sont ici et ce qu'on y fait? Ici on est chez Don Max et Full Bass, qui sont 2 rappeurs de Nantes avec lesquels je travaille depuis quelques années maintenant. Et nous on est venus ici là en résidence une quinzaine de jours pour produire et coproduire avec Cœur des morceaux pour leur prochain projet. Avant d'aller attaquer tous les sujets qui sont relatifs à vos projets, j'aimerais commencer en faisant un petit saut dans le temps, en revenant sur votre apparition en tant que binôme tous les deux. Donc si on revient dans le temps, quelques années en arrière, il y avait toute une attente qui s'était créée autour de Lune Noire que tu avais commencé à annoncer, à teaser. On n'en savait pas grand-chose, mais on savait que ce serait ton premier album, donc un projet très sérieux. Et à cette époque-là, tu produisais beaucoup tes propres morceaux. Donc le public pouvait vraisemblablement s'attendre à te voir arriver avec des productions maison. Et là, surprise, Juncker arrive et vous sortez 2 morceaux qui sont inédits, Replay et Culbutoke. Et ces 2 morceaux, ils sont assez écartés de ce que tu avais l'habitude de produire Sheldon à l'époque. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue à ce moment-là. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez au moment où vous arrivez tous les deux? En vrai, je sais pas, c'était presque une suite logique parce que vous avez que les morceaux qui sortent. Mais moi, je suis arrivé en tant que stagiaire. J'ai été stagiaire en école de son. Après, je suis passé à temps plein au dojo. Et en fait, du coup, pendant toutes mes années d'études, j'ai fait 2 semaines au dojo, 1 semaine en cours. Et ça faisait que, en fait, j'étais là, j'apprenais, je faisais des prods, je dormais là-bas. J'étais tout le temps là, en fait. J'étais vraiment... J'ai tout appris là-bas. Et en fait, du coup, c'était à l'intérieur, en fait, c'était une suite logique que je produise, que je faisais tout le temps des prods. Sheldon, il m'avait tout appris. Du coup, la suite logique, c'est qu'en interne, je produisais plein de morceaux et que, en fait, on s'aimait bien. C'était vraiment nous, logiquement, qu'il y avait plein de morceaux où j'étais à la prod. Et je sais pas, Replay, il était trop chaud pour l'époque et on l'a envoyé. Après, je sais pas, il y avait Culbutoke aussi, c'est ça l'autre morceau. Mais... En tout cas, pour l'anecdote, Culbutoke, c'est une belle passe de Sheldon parce que la prod, c'est pas entièrement ma part, tu vois. Voilà. Après, en fait, c'est juste que du coup, moi, je considère que Sheldon Juncker, c'est un truc qui est comme un groupe. Pour moi, c'est un état d'esprit dans lequel je me mets quand on fait ça, qui est différent de quand je fais le reste de ma musique. Sur lequel on intervient et on pèse tous les deux de façon égale. Donc il peut y avoir sous l'entité Sheldon Juncker des parts de prod de moi. Pour moi, Sheldon Juncker, c'est une entité, c'est une entité plus qu'une alliance de beatmaker rappeurs. Donc du coup, il peut y avoir une idée de morceau qui vient de Cœur, ou un début de prod qui vient de moi, ou c'est-à-dire que c'est pas pour moi segmenté tel que Cœur produit et je rappe, ou Cœur mix et je rappe. En fait,
En fait, on fait tout ensemble, donc évidemment, la majorité des prods et de la réalisation musicale, c'est lui, et la majorité des textes et du rap, c'est Wham. Mais c'est des trucs sur lesquels on se fait pas mal de passes, ou alors s'il va avoir, je sais pas, une idée de refrain, ou une intention de morceau qui vient de lui, ou alors un départ de prod qui vient de moi, en fait, on va toujours signer sous le binôme Sheldon Juncker. Et comme pour les gens c'est Juncker qui produit et que c'est moi qui rappe, et ben ça fait comme si c'était tout le temps des prods de chœur ou tout le temps des couplets ou des idées de morceaux à moi. Mais en fait quand on fait nos trucs, on réfléchit pas trop comme ça depuis le début, c'est comme ça en fait. Donc du coup, pour moi, Culbutoke, c'est une prod de Juncker, quoi. Si même moi j'ai planté le décor et ça revient au même, quoi. Mais d'un point de vue musical, sonore, est-ce que vous avez la sensation, avec du recul, qu'il y a une page qui s'est tournée, par exemple, ou quelque chose qui s'est joué, un moment pivot? Bah, je sais pas. Enfin, juste pour revenir à la question d'avant, il y avait aussi un truc intéressant que tu disais, c'était Lune Noire qui a été teasé pendant longtemps, mais sauf que Lune Noire, il y a eu 3-4 versions de Lune Noire officielles qui ont des mix qui sont sortis, et moi c'était au tout début où on travaillait déjà sur le premier Lune Noire, et en vrai, à cette époque-là, j'étais beaucoup plus impliqué que je l'ai été sur la finalité de Lune Noire, mais ça a été bénéfique et pour le projet, et pour moi, j'ai beaucoup appris grâce à ça, et du coup, c'était vraiment, vu que c'était un projet complet, c'était plus que de faire une prod que Sheldon y fasse un take, c'était vraiment beaucoup de questions, beaucoup de réflexions, de pousser des mix plus loin, de faire des trucs. Et en fait, ces versions que 100 personnes dans le monde ont écoutées, elles sortiront jamais, mais elles nous ont aidés pendant longtemps. Et c'est là aussi où je disais, j'étais investi. Et en fait, ça, on travaillait sur plein de projets qui sont pas sortis, des projets qui nous ont juste fait grandir musicalement, mais qui n'avaient pas d'intérêt à être sortis au grand jour parce que c'était pas si bien fini, on n'était pas si intéressés, juste on a grandi musicalement ensemble. Est-ce qu'on a passé un cap ? Est-ce qu'on a passé un cap ? En fait, je sais pas te dire, parce que ce qui est compliqué, c'est que si tu veux, moi, ce que les gens y voient, c'est une espèce de truc scindé entre ma musique en solo et la musique qu'on fait avec cœur. Maintenant, moi, si tu veux, c'est pas tellement un truc que je réfléchis comme ça, c'est-à-dire que c'est scindé en termes d'esthétique. Mais en fait, moi, Cœur et Chien de Fulkenera, c'est mes piliers avec qui je suis tout le temps, avec qui je fais du son tous les jours au quotidien, à qui... Enfin, il n'y a pas un morceau, même sur un morceau sur lequel Cœur est pas du tout intervenu, il n'y a pas un moment où il est pas au moins 2 minutes devant le logiciel sur le morceau, quoi, tu vois. Donc, tu veux, même quand il dit que dans la dernière version de Lune Noire, il était moins impliqué, en fait, il y a quand même 3 prods à lui, il y a quand même, tu vois, il a quand même écouté tous les morceaux, donné son avis sur tout, filé un coup de main sur les mix, en fait, on fait quasiment tout ensemble, donc du coup, le cap, en fait, il se passe pas, si tu veux, sur Sheldon Juncker. C'est la rencontre, en fait, qui fait changer les choses. C'est qu'il vient en stage, qu'on devient proche et qu'on se met à faire du son tout le temps ensemble. Et après, en fait, pour moi, et d'ailleurs, c'est pas très différent de quand Juncker même produit pour d'autres gens, en fait. Il y a très peu de morceaux, je pense, où à un moment j'ai pas un rôle même minime dans le track, tu vois, enfin sur les trucs d'Inspire, c'est moi qui les ai mixés, les trucs de Maudit, c'est moi qui les mixe, ou alors les prochains trucs de Maudit, c'est Cœur et moi qui les avons mixés ensemble. Donc c'est un processus, en fait, c'est-à-dire que ce qui a été pendant presque 10 ans, c'est qu'on avait le dojo et que c'était un lieu dans lequel on faisait tous de la musique. Et que là-dedans, clairement, les gens qui tiennent la boutique, c'est Juncker, Chien et Wham, tu vois. Donc à partir de là, tu vois, même presque Chien, par exemple, dans Sheldon Juncker, il est là à quasiment chaque étape, tu vois. Et si demain il y a un Chien Juncker, ce sera pareil pour moi. Et s'il y a un Sheldon Chien, ce sera pareil pour Cœur. Je pense que il y a une espèce de fonctionnement en bulle comme ça.
qui fait qu'après les projets sortent avec des entités scindées, mais en fait tout vient de la même souche. C'est juste qu'après nous se scinde en plusieurs trucs parce que quand on fait FPS et que on décide de faire un projet ultra numérique avec que des prods glitchés et que des refs aux jeux vidéo, au manga, ou alors quand on décide de faire Lune Noire et de raconter une histoire, ou quand on décide de faire I Hate Love et de coller à un mood de maudit, ou on scinde nos esprits, mais en fait par contre les process sont quand même assez similaires tout le temps, quoi. C'était le sens de ma question à la base, c'était savoir si ce côté un petit peu plus électrique, un petit peu plus numérique, il inaugurait une nouvelle étape pour vous et aussi pour la 75e. Ouais, grave, je sais pas ce que Cœur va en dire, mais le truc c'est que tu vois, par exemple, un truc qui est particulier avec ça, c'est que du coup pour les gens c'est complètement Juncker qui a ramené le truc de glitch et de numérisation des prods dans ma musique. En fait, je sais pas exactement si ça s'est passé comme ça ou si juste on s'est mis à faire des prods comme ça tous, tu vois, et que à ce moment-là, les projets avec Cœur sont sortis, tu vois. En fait, moi j'ai l'impression qu'il y a ouais, que si, de ouf. Même je sais pas, des mix d'ODP. Enfin, avant que je sorte un tas de prods, genre t'étais déjà bien chaud dans les mix justement électrique glitch. Enfin, moi je sais pas, j'ai tout appris du dojo de Sheldon, donc je sais pas, j'ai pas révolutionné. J'ai l'impression ce qui se faisait là-bas, quoi, juste. Ouais, c'est juste qu'on faisait tous ça, mais c'est que c'est Juncker qui le fait le mieux, ce truc-là, tu vois. C'est lui qui se l'est le plus réapproprié, qu'on a le plus fait un fer de lance, en fait. Ensuite, c'était un moment, tu vois, c'était aussi un moment dans la musique, dans la scène parisienne, tu vois, où comme il dit, il y avait ODP, il y avait les mecs de LTF aussi qui commençaient à se mettre bien dans la trappe et dans un mode un peu particulier de la trappe, tu vois. Et nous, on commençait à faire nos trucs, et en fait, si tu regardes le truc dans son entièreté, le truc d'avoir des prods très glitchés, et des trucs qui sonnent très FL, en fait, finalement, et très... c'est pas un truc vraiment, c'est juste que nous on en a fait un environnement complet pour 3 projets, mais en fait c'est un truc c'est pas un truc où on s'est dit tiens, il faut qu'on trouve un angle d'approche, et l'angle d'approche ça va être ça, c'est juste que c'est ce qu'on faisait à ce moment-là, et ça, que, voilà. Après les 2 inédits dont on a parlé tout à l'heure, il y a un morceau qui va inaugurer RPG qui s'appelle Level Up, et avec le recul on a aussi la sensation que Level Up c'est pas un titre qui est anodin et que il incarne un niveau que vous avez peut-être besoin de passer à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire Level Up pour vous à l'époque? Moi je sais pas, moi ça s'est fait tellement, RPG il s'est fait vraiment naturellement, enfin c'était une période où on avait plein de temps pour nous pour faire de la musique, et je sais pas, on a fait plein de morceaux, et c'était enfin, je sais pas, ce projet il s'est construit tellement naturellement que j'arrive pas à te dire ouais, ce morceau on l'a fait dans cet état d'esprit. En fait, on a fait juste des morceaux dans un même état d'esprit, mais très naturellement. Du coup je sais pas, je pourrais pas te répondre. Ouais, en fait je pense qu'il y a 2 trucs, c'est-à-dire qu'il y a dans le processus, Level Up, je crois que c'est un morceau qui arrive tard, je veux pas dire de bêtises, mais dans le processus de RPG, c'est peut-être un des derniers morceaux qu'on fait, je pense. Si je dis pas de bêtises, ou en tout cas dans les derniers, quoi. C'est pas dans les premiers morceaux qu'on fait. Parce qu'en plus, l'esthétique, elle se redirige un peu, nous, pendant qu'on fait le projet, c'est-à-dire que on fait beaucoup, en fait, de morceaux comme NGC, RPG et tout, qui sont des morceaux un peu plus doux, entre guillemets, même s'ils sont dans la même esthétique, mais où va plus y avoir des trucs un peu chantés et tout. Et en fait, à un moment, juste, on a envie de faire des sons de Golemont, et on voit que justement, avec Culbutoka et Cripplet, c'est aussi un truc qui nous va bien. Donc on recommence à faire des morceaux comme ça. Donc en fait, Level Up, il arrive un peu tard dans le processus. Et après, moi, non, de toute façon, il y a ce truc de, tu vois, il y a... Moi, je pense qu'à un moment, j'avais forcément ce truc d'être scindé en deux depuis le départ, entre ma casquette d'ingé son producteur et de rappeur, et peut-être la volonté, en fait, si ça signe un truc RPG, c'est le seul truc que ça veut dire, c'est les gars, c'est sûr qu'avant tout le reste, je suis un rappeur, quoi. Et du coup c'est peut-être juste, en fait, ça que ça veut dire Level Up, ou ce que je peux dire dans Bateau Bleu, ou en tout cas, enfin, c'est ce que je veux dire, c'est que à partir de ce moment-là,
c'est sûr que ce que je vais favoriser tout le temps, c'est ma carrière de rappeur. C'est-à-dire que ingé son et ingé son, beatmaker, c'est des trucs que je fais, c'est des trucs que j'aime faire. Des trucs dont t'avais besoin pour pouvoir rapper comme tu le voulais. Oui, non, parce que tu sais, c'est vraiment un truc à double tranchant. Hein. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé pris dans une spirale avec ça. C'était pas le projet initial. Hein. C'est juste que j'ai bien compris quand on est arrivé au dojo que ça allait être moi qui allais faire ça parce que j'étais, je pense, celui que ça emmerdait pas en fait. J'étais pas forcément celui qui aimait ça à la base, tu vois. J'étais surtout celui que ça emmerdait pas, tu vois. Celui que ça emmerdait moins que les autres, en fait. Et après, j'ai appris à aimer ça. J'ai appris à aimer ce métier, à aimer faire du mix, à aimer produire et tout. Mais moi, à la base, j'ai que envie de freestyler, de rapper, d'écrire des couplets et comme les autres rappeurs, en fait. C'est simplement que à un moment, on se rend compte que soit on va faire ça, soit on va être dépendant des autres, que du coup ça nous gonfle, et que moi les gens me remettent entre les mains des trucs, alors que je suis nul, tu vois, et que du coup, comme les trucs sont chauds, tu vois, et que je vois que les morceaux sont chauds et tout, bah en fait je suis obligé de faire quelque chose, tu vois, parce que t'arrives, tu vois, avec un Limsa ou un Népal en cabine, tu vois, et qui envoie le feu, et derrière toi, tes compétences de mix, elles sont moins, tu vois. Et c'est ça en fait qui crée l'apprentissage. Et je pense que indirectement d'ailleurs pour Junker ça a été pareil, tu vois. Il arrive propulsé au dojo. Il se retrouve avec plein de rappeurs qui trouvent chaud. Et c'est aussi le truc qui donne de l'engouement à se former, à devenir un meilleur ingé son. Et... On a appris par la contrainte comme toi. Est-ce qu'on apprend mieux aux autres? C'est un boss, hein, franchement. C'est incroyable la générosité et même son apprentissage, sa pédagogie est incroyable. Moi, un des premiers jours de stage, il m'a dit de toute façon t'apprendras pas mieux qu'en faisant, et en fait du coup je me suis retrouvé face à faire un mix je crois de Vesti, et en fait j'étais guidé par Sheldon, mais c'est moi qui faisais tout. Il me disait ouais voilà, sors un EQ, et j'avais déjà des petites bases, donc en fait je pouvais comprendre un peu, mais voilà, j'étais là, et très vite il m'a fait confiance. Très vite il m'a dit voilà, il m'a développé. Après moi, il y a eu une période où on a enchaîné et les stagiaires et même plein de rappeurs du dojo qui voulaient faire des prods, et voilà, à chaque fois en fait tout le monde avait l'impression que c'était insurmontable, et tu les laisses 1 heure avec Sheldon, ils savent déjà utiliser le logiciel, ils savent au moins faire une rythmique et des samples, et ils ont plus qu'à apprendre d'eux-mêmes, quoi. Mais les bases elles sont là, et très vite, moi ça a été vraiment le tournant de ma courte carrière pour le moment, d'avoir envoyé un message et qu'il m'ait répondu, et que j'ai pu être en stage là-bas, et que depuis j'ai plus quitté le navire, quoi. Mais en fait c'est simple, je pense que c'est à peu près sûr que je suis un très mauvais prof, parce que j'ai pas du tout volonté à ça. Donc du coup ce qui se passe c'est qu'en fait je veux pas faire ça, et surtout par exemple quand Cœur il arrive, c'est sûr que je suis pas capable de faire ça non plus. C'est-à-dire qu'il y a aussi un truc c'est sûr que je suis pas assez bon pour lui dire, ben voilà, en fait, c'est comme ça qu'on fait, tu vois. Donc du coup, ce qui se passe, en fait, c'est que je lui dis, ben, fais, et moi, juste, je t'épaule, tu vois. C'est-à-dire, ce que je trouve pas bien, je te montre comment, à mon sens, on peut faire ça mieux, tu vois. Et en fait, le truc, je pense, qui marche avec les gens qui sont venus apprendre au dojo à produire ou à être ingénieur du son, c'est qu'en fait il n'y a pas d'espèce de rapport hiérarchique, parce qu'en fait le premier stagiaire que j'ai eu c'était Cœur, et qu'en fait j'ai bien vite compris que ça allait pas être un truc genre je forme des gens moins bons que moi à devenir aussi bons que moi, tu vois. J'ai très vite compris que en fait j'allais avoir des gens qui avaient la dalle, tu vois, et qui étaient archi forts, et qui avait juste besoin de convertir, en fait, tu vois. C'est-à-dire que le moment où tu passes, et nous c'est la chance qu'on a eu au dojo, tu vois, le moment où tu passes de je suis dans ma chambre, je fais des prods, je connais personne, tu vois, et surtout qu'en plus à ce moment-là, c'était quand même juste avant
que toute la nouvelle façon de produire entre guillemets arrive avec les mailing lists et j'envoie des packs de prod dans tous les sens et tout. C'était un truc qui se faisait pas encore trop ou qui commençait à se faire, tu vois. Le truc c'est que je pense que ce qui a fait la différence en fait c'est pas vraiment ce que je lui ai enseigné. Ce qui a fait la différence c'est je suis passé de je suis Junker et je fais des prods dans ma chambre et j'ai personne à qui les envoyer, à je suis au dojo toute la journée avec 15 rappeurs. Et du coup, quand tu fais une prod chaude, et ben il y a automatiquement un Pokémon qui vient se débloquer dessus pour rapper un morceau, tu vois. Et ça change tout en fait. Et ça met la pression. Moi, c'est la pression que j'ai reçue qui a fait que j'ai appris. Et je pense que c'est juste. En fait, voilà, je pense que je suis pas un très bon prof, mais par contre, je pense que je suis très partageur. Et du coup, j'ai partagé ça avec les gens. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai pas cherché à grappiner le truc en mode ah non, 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 le dojo, c'est moi qui m'en occupe, donc au dojo, c'est produit et mixé par Sheldon, tu vois. J'ai pas cherché à faire ça. J'ai cherché, en fait, déjà parce que j'avais trop de travail, donc en fait, moi, ça m'arrangeait, tu vois, c'est-à-dire qu'il y ait des gens qui viennent et qui soient déter, ça me faisait moins de trac à produire, moins de trac à mixer, plus de recul sur ce que je faisais, et en fait, ça a été ça, et tous les gens que j'ai pris en stage, en fait, ça a été un espèce d'échange de bons procédés en mode, bon, bah, moi, je te prête mon environnement, et un peu tout ce qui va avec, donc entre guillemets, c'est aussi du coup, mes potes deviennent tes potes, et tu rentres dans cet environnement, par contre, dans cet environnement, on taffe, tu vois. C'est-à-dire que c'était ça, le truc, c'est du coup, c'est par contre, on est au studio, tout le monde a besoin de faire des trucs, donc on taffe. Donc du coup, en fait, après, chacun fait ses choix, il y a des stagiaires avec qui ça a mieux marché que d'autres, des stagiaires avec qui ça a bien marché, c'est des gens qui se sont engouffrés là-dedans, c'est-à-dire qu'on dit, ok, il y a du taf, bah vas-y, moi j'ai envie de taffer. Et du coup, en fait, ce truc-là, c'est pas vraiment un truc, c'est pas aussi simple que de la transmission de savoir, parce que très très rapidement, en fait, la transmission de savoir, elle est plus à sens unique en fait. C'est-à-dire très rapidement, tu sais, au dojo il y a 2 studios, il y avait le A et le B, un grand, un plus petit, et très rapidement, Junker il est dans le A, moi je suis dans le B, et en fait il y a Junker qui arrive et qui me dit ah ouais viens voir, je viens de pister un truc. Et en fait, il me montre un nouveau plug ou il me montre un nouveau skills. Et en fait, du coup, très vite, ça se passe dans les deux sens, en fait. Et c'est ça, en fait, je pense, qui fait que c'est enrichissant. Alors, du coup, là-dedans, moi, mon rôle, il est peut-être juste d'avoir su partager ce truc-là, tu vois, de pas avoir voulu grappiner ce truc sur moi et être en mode non, tout ce qui sort d'ici, j'ai la main dessus. Alors après, bien sûr, on a choisi. Dans un premier temps, j'ai choisi. Et après, quand on a été plusieurs, on a choisi les gens avec qui on décidait de s'affilier et de rentrer dans notre entité, tu vois. Mais en fait, c'est toujours des trucs qui se sont faits hyper naturellement et j'ai pas l'impression d'avoir appris tant de choses à Junker. En tout cas, c'est sûr que je pense pas lui avoir appris beaucoup plus que ce qu'il m'a appris. Je pense que juste, c'est le seul truc un peu vaniteux que j'ai, c'est je pense que j'ai eu l'intelligence de me rendre compte à un moment que je serais pas capable de le faire tout seul, tu vois. Et ça a été pareil en fait quand Nigel et Chien, quand Fulkenera ils sont arrivés, ça a été le même truc, tu vois, genre sauf que Junker était déjà là, donc c'est un peu passé par nous deux en mode ok, eux on sent qu'ils ont la dalle et qu'ils sont grave chauds, vas-y let's go, tu vois. Et entre temps il y a eu d'autres stagiaires avec qui ça l'a pas fait, pas parce que c'était pas des bons gars, mais juste parce que le feeling était pas là, tu vois. Et il y a aussi eu d'autres gens avec qui le feeling était là. Et puis il faut voir qu'en fait, à ce moment-là, il y a aussi un truc dont on parle pas trop, tu vois, mais c'est que cette période où Junker il arrive, c'est la période en fait où moi je suis dans une logique de tout le monde doit être indépendant au studio. Donc en fait, Junker et moi, on apprend aussi aux autres à faire des prods et à se servir des logiciels, tu vois. On montre Junker, il a beaucoup travaillé avec H, tu vois, à faire en sorte que H apprenne à utiliser le logiciel, soit capable de planter ses mélodies, ses bases de prod lui-même. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Vusty pour que Vusty soit capable de se produire lui-même. Alors après, en plus, en parallèle de ça, il y a aussi des gens qui produisent déjà, tu vois, des gens comme Népal, par exemple, ou Sopico, qui sont des gens qui, eux, font déjà des prods, tu vois. Et en fait, il y a aussi ce truc-là dans lequel il est pris, qui est pas une espèce de relation entre lui et moi, qui est un espèce de truc, en fait, de tout le dojo, où tu peux arriver au dojo, et c'est n'importe lequel de nous qui est en train d'essayer de faire une prod ou de faire un truc, et il y en a 3 qui sont assis et qui font rien, et qui juste lui disent « Ah ouais, peut-être tu devrais faire ça, machin et tout ». Et c'est pas forcé pendant ces années, t'as quasiment une chance sur 15 que ce soit moi qui sois devant la chaise, en fait. La question de l'environnement, c'est super intéressant et je rebondis aussi sur ce que tu disais sur cette époque où vous aviez envie de faire de la musique, entre guillemets, de Golemont. Je sais pas si ça correspond à la même temporalité, mais en 2018, il y a des morceaux de Inspire de M. Le Maudit qui sont complètement
dans cet état d'esprit-là, des morceaux comme Weaker, comme Raka, qui sont complètement lunaires, avec des références un peu cryptiques et qui sont des bangers absolus. À côté, il y a Level Up, il y a des morceaux comme Nagato qui sont produits. Qu'est-ce que c'est l'ambiance au dojo à cette époque ? L'ambiance au dojo, c'est pendant très longtemps. Là, ça a été presque tout le temps la même, et c'est ça qu'on n'a pas précisé avant aussi, mais c'est c'est un stage, mais c'est pas un stage normal. Moi, le premier jour où je suis arrivé à 10, je sais pas, à midi. Je me suis dit j'allais repartir à 20h le soir, 22h. Au final, on a commencé à 18h, on a parlé toute l'après-midi, on a commencé à 18h. Et arrivé à 22h, il m'a dit en vrai, si tu veux, tu peux dormir là. Et en fait, mon premier jour de stage s'est transformé en 3 jours de stage consécutifs où j'ai dormi dans la chambre de Sheldon, on a joué à la console ensemble. C'était pas un stage, c'était juste. Et tu te réveillais à n'importe quelle heure. Il y avait toujours des gens dans les deux. Au début, un stud, mais après, dans 2 studs. Il y avait toujours des gens au dojo, toujours des gens qui voulaient rapper, toujours des gens qui étaient prêts à. Qui étaient là, soit ils écoutaient des type beats, soit ils rappaient, soit ils étaient en train d'essayer de faire une prod. Et en fait, du coup, c'est cet engouement qui fait que à chaque fois, même tu te réveilles, tu vois dans le studio, il y a un pote à toi, il a fait une méga prod. Et moi, j'étais que en mode, ah oui, il a fait une prod, c'est cool. Mais moi aussi, je veux faire une prod aussi lourde, tu vois. Et du coup, c'était en fait une motivation perpétuelle pour tout le monde. De voir que ça avance, et en fait quand les choses elles avancent, t'as envie d'avancer, t'as envie de faire des trucs. Et pour revenir à ta question, je sais pas, les morceaux, c'est des trucs, c'est des prods un peu Golemont, des bells, des mélodies un peu sombres, mais je sais pas, c'était le mood dans lequel j'étais le plus fort à cette époque en tout cas. Et je fais aussi d'autres types de prod, hein, mais je sais pas, ça c'est des morceaux un peu, en plus du coup catchy parce que ça marche bien, et du coup bah, les gens ils aiment bien sortir les sons dans un single ou en tant que morceau, parce que bah, c'est des morceaux qui sont, au final, même avec du recul, j'ai pas l'impression que ce soit les meilleurs ou les plus chauds, mais en tout cas c'est sûr que dans la tendance c'était des morceaux un peu tendancieux quoi. Donc je pense que c'est ça qui a fait qu'à cette époque, ils ont sorti ces morceaux-là. Mais en fait, c'est ça, il y a 2 trucs, moi, par rapport à ta question, que j'identifie simple, c'est, si tu veux, pour te donner une idée de ce que ça pouvait être un cycle du dojo en réalité sur 24 heures, ça peut être, en fait, je me lève, si je le prends un peu auto-centré par mois, tu vois, peut être, je me lève à 15h, j'enregistre un morceau. À 18h, quand je sors de la cabine, en fait, il y a, je sais pas, un Népal ou un Limsa qui est en train d'enregistrer des voix pour un autre truc. Du coup, moi, je mets mon truc de côté. Je commence à reprod ce truc-là. En fait, à 20h, Junker arrive dans l'autre studio, commence à faire une prod. Puis, du coup, t'as H qui arrive, qui commence à écrire un morceau sur la prod de H, de Cœur. Tu vas être rendu à minuit, 1h, tu vois. Ils vont enregistrer ce morceau. Du coup, moi, j'ai plus rien à faire, donc je joue à la console. En fait, quand je sors de cabine, je vais commencer à mixer le morceau. On est rendu à 3h du matin. Et quand, en fait, à 4h du matin, on est en train de regarder des vidéos comme des Golemont sur YouTube, et qu'on se dit que ça va s'arrêter, et ben, en fait, c'est l'heure où M et DRK décident d'arriver, tu vois. Et ils disent, ah ouais, non, nous, on sort de Ressois, on est chaud. Donc du coup ils font un morceau, ce qui fait que du coup nous on va se coucher et on se lève le lendemain et il y a 2 nouveaux morceaux de M et d'RK sur des horribles type beats qu'il faut reprod en fait, tu vois. Et donc du coup cette mécanique pendant un moment genre elle est perpétuelle, tu vois, mais perpétuelle à tel point que c'est aliénant, tu vois, à tel point que en fait moi quand je pars 24 heures dans ma mif, tu vois, genre je sors d'une bulle, je suis même plus je suis même plus la personne que je suis, tu vois, je suis juste Sheldon, je sors, mes parents ils hallucinent, tu vois, j'arrive chez mes parents avec mon ordi, je suis en mode ouais, on passe à table, attends, je dois faire ça, personne capte rien, tu vois, et je pense que ça a été ça un peu pour nous tous, tu vois, et du coup il y a ce cycle-là, tu vois, et l'autre truc, c'est qu'il y a quand même un truc dont là on n'a pas parlé, mais en fait quand Junker il arrive, assez vite il y a un espèce de groupe dans le groupe qui se crée au dojo, de Inspire, aime moi et lui. Inspire, aime, lui et moi, c'est beaucoup plus poli. Et un truc qui s'appelle Loge, qui est en fait un truc qui est jamais sorti.
mais sur lequel on a dû faire une vingtaine, 20-25 morceaux, tu vois. Genre pendant une période, ça nous occupe tout notre temps, on est persuadé que c'est ça qu'on va faire, et en fait c'est pas ça qu'on fait, mais du coup qu'il y a un espèce de truc aussi qui fertilise un espèce de terreau commun et un espèce de langage entre nous, tu vois. C'est-à-dire que derrière Loge, c'est pas sorti, mais je pense que ça a retranspiré sur ce qu'a fait M, ce qu'a fait Inspire, ce qu'a fait Cœur et ce que j'ai fait, quoi. Quand pendant ce temps-là, t'es en train d'échafauder Lune Noire, qui est un projet assez pharaonique, qui nécessite beaucoup de réflexion, de concentration, d'architecture même presque. On a la sensation qu'au contact de Juncker et de tout cet univers-là, tu t'es peut-être reconnecté avec une manière un petit peu plus facile, un petit peu plus spontanée, impulsive de faire de la musique, dans la mesure où tu étais en plus plus obligé ni de faire tes propres prods, ni d'enregistrer forcément les autres. En fait, du coup, si tu parles parce qu'en fait, le truc, ce qu'il faut capter, c'est que par exemple, RPG, c'est un projet qu'on fait en plein milieu de Lune Noire. C'est-à-dire que Lune Noire, ça commence avant et ça finit après, en fait. Mais au moment où on fait RPG, Lune Noire est en chantier, j'y pense tous les jours. Donc en fait, c'est la récré, tu vois. Donc en fait, moi, clairement, RPG, c'est la récré. C'est-à-dire que l'autre, il envoie des prods lunaires, tu vois. Et en fait, moi, j'ai juste à raconter n'importe quoi, tu vois, à venir et à recracher toute la culture pop et tout ce que j'aime. Et en fait, c'est un méga défouloir. Et du coup, en fait, c'est des projets qu'on fait hyper vite. Et en fait, FPS, c'est un projet qu'on fait hyper vite aussi. FPS, c'est un projet qu'on fait parce qu'on se fait chier. C'est le confinement, il est chez lui, je suis chez moi. Il m'envoie des prods, j'enregistre, je mixe, je renvoie, il fait des arrangements, je mixe. Et en fait, on fait le projet très très vite. Et à chaque fois, c'est comme ça, en fait. C'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est que Juncker et moi, on a un espèce de langage source où on sait, tu vois. Il sait ce que j'aime, je sais ce qu'il aime, je sais comment faire un morceau qui lui plaît, je pense, il sait comment faire une prod qui me plaît. Et du coup, je pense que pour nous, c'est un truc vivifiant. C'est-à-dire quand tu rames sur des projets, comme ça nous arrive de ramer, tu vois, comme lui, ça va lui être arrivé de ramer énormément sur I Hate Love, moi, je rame sur Lune Noire et tout. À un moment, il peut y avoir une fenêtre de 4 jours où, pour X ou Y raison, je sais pas, Maudit est pas là, ou moi je suis en craquette de Lune Noire et je veux pas. Et du coup, on est là, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, c'est tout de suite la récré, tu vois. C'est-à-dire que c'est tout de suite, bon bah vas-y, y a rien à faire, ok, on va faire du son. Et du coup, c'est tout de suite un truc hyper fluide. Et c'est pour ça aussi que c'est pas l'axe principal, moi, de ma musique, ce truc-là. Parce que c'est des projets qui sont possibles que quand on est en train de se torturer la tête ailleurs, en fait. Parce que si, et on a déjà essayé de le faire, tu vois, si on se pose et qu'on dit, vas-y, on fait un projet, on fera jamais un projet. On fera jamais un projet parce que Juncker, c'est trop loin de ce que moi, je veux faire en solo, parce que moi, je suis beaucoup trop pénible dans mon espèce de triple casquette pour imposer, en fait, à un producteur ma vision des choses, tu vois. C'est-à-dire que si je veux faire mon album avec Juncker, ça consiste à le rendre fou à chaque putain d'élément de drum qu'il va mettre dans la prod, parce qu'il est pas comme je veux, parce que machin. Et donc, du coup, en fait, c'est des espèces de respiration, c'est des moments qui sont possibles où, en fait, moi, je suis en mode, de toute façon, je sais que les prods, elles vont être bien, donc ça sert à rien que je me préoccupe, tu vois. Et lui, il est en mode, de toute façon, je sais que RPG, FPS, DLC, c'est un truc où je sais que Sheldon il fait ça, tu vois, c'est-à-dire qu'il sait que je vais pas arriver avec un morceau où je parle de ma grand-mère, tu vois, que même si je peux mettre des choses personnelles à des moments dedans, tu vois, l'idée ça va être ça va être de faire des morceaux légers, que ce soit des morceaux agressifs ou doux, tu vois, des morceaux légers, tu vois, c'est-à-dire des morceaux qui impliquent pas beaucoup de choses, tu vois. Ça se ressent que ces projets-là, c'est un petit peu comme des pancines, ils te permettent de décanter toute la réflexion qu'il y a autour de Lune Noire à ce moment-là. Pour revenir sur les thématiques, évidemment, RPG, FPS, DLC. D'ailleurs, on ne sait pas bien si c'est un triptyque ou un diptyque avec un bonus, vu que c'est pas exactement le même nombre de titres sur le dernier, mais peu importe. C'est surtout, on sait pas très bien si c'est terminé. Ouais, en plus de ça. Bon, c'est plus ça. C'est qu'à chaque fois, en tout cas, moi, à chaque fois qu'on en termine un, parce que DLC, DLC, clairement, c'est des reliquats de FPS. C'est-à-dire que c'est juste, en fait, on sort FPS, les gens ils kiffent FPS, on se dit putain, c'est dommage, on aurait dû faire un physique. On se dit en plus, on est des clowns, on aurait aussi dû faire un physique de RPG. Du coup, on se dit, vas-y, c'est une réflexion, tu vois. En fait, c'est presque une réflexion de marketing à ce moment-là, tu vois. C'est ok, ça serait cool parce que les gens nous le demandent de faire un physique de RPG et FPS. Mais c'était nul de juste le faire
juste faire les CD et dire 6 mois plus tard, les gars, on a des CD, voilà. Et du coup, annonce bizarre, et du coup, on s'est dit... Et du coup, ça a été très vite un DLC. DLC, c'est plié en 3 jours, hein. Franchement. DLC, en plus, c'est quoi? C'est, si je me souviens bien, on doit le faire au moment où on doit commencer le nouveau projet de M qui est pas encore sorti, tu vois. Et du coup, on est en mode, ok, on va repousser de 4 jours le fait de commencer M, on va tout faire en 4 jours. Et tout le monde nous dit, mais les gars, vous allez faire 4 morceaux en 4 jours sans recul et tout. On fait, oui, on a déjà les bases et tout, on sait. Et du coup, on s'est mis comme des gogoles 4 jours, on a fait DLC. Et après, on est passé complètement à autre chose. On n'a jamais réécouté les mix parce qu'en fait, on était en train de faire le truc de M, qui à notre sens, était un truc beaucoup plus important, tu vois. Et du coup, DLC, c'est vraiment... des DLC, c'est vraiment encore, je pense, encore plus brut et encore moins pensé que les deux autres. Et de toute façon, après, moi, en tout cas, pour moi, c'est un mantra dans ces projets-là de pas trop réfléchir, tu vois. Après, ça veut pas dire qu'on n'y porte pas de l'attention, hein. C'est juste que du coup, on essaye de cultiver un truc de spontanéité qui est pas... qui moi par exemple est pas forcément trop mon truc, tu vois. C'est-à-dire moi je suis pas M, tu vois, et je suis pas M ou je suis pas Népal ou je suis pas, c'est-à-dire que par exemple j'écris vite mais je peux passer énormément de temps à penser le track, d'un track qui peut avoir 6 ou 7 prods différentes avant de sortir et tout. Et du coup RPG FPS c'est ça en fait, c'est on fait pas ça, tu vois, on fait une prod. Et alors après, comme de toute façon, moi je suis un peu paro et que j'ai mon mode et que Junker il a quand même pareil des seuils d'exigence vis-à-vis de sa musique assez haut, tu vois. Ça veut pas dire que derrière on travaille pas, tu vois, mais ça veut juste dire qu'on se met un espèce de cadre en mode bon, c'est quand même un peu une farce, tu vois. Genre alors du coup on essaie juste que ce soit une farce de bonne facture, quoi, mais on sait que c'est quand même un peu une farce quand on le fait, quoi. Enfin, je pense. C'est plus la cour de récré, quoi, genre c'est plus la détente, on fait toujours on fait des arrangements, il y a plein de trucs, même en vrai RPG on s'est bien plus cassé la tête, j'ai l'impression, que les deux autres. Parce qu'on était bien plus nuls aussi. Ouais, c'est exactement ça en fait, c'est juste c'est le travail et c'est la quantité d'apprentissage. Là au final on va bien plus vite dans les mix, on va bien plus vite pour finaliser un morceau que avant où ça nous prenait une nuit complète de faire un track de A à Z, alors qu'en fait au deuxième projet on pouvait en faire 2 dans la journée et au troisième limite on a fait un 4 titres en 3 jours, donc ça allait crescendo sur la production en fait, on est juste plus rapide, plus efficace dans tout, donc ça aide le développement, mais ouais c'est plus la cour de récré, c'est plus on va pas trop se poser de questions. Enfin, 20 000 ans, je sais qu'il y a des morceaux, si on les reprod 3 fois et que c'est pas bien, le morceau il s'en va, tu vois. Oui, c'est ça, on s'en fout aussi un peu de faire des déchets, il y a moins de morceaux sacrés, tu vois. Notamment, en plus, moi j'étais, au moment par exemple où on fait RPG, j'étais coincé dans l'une nord. Dans l'une nord, tu peux pas enlever de morceaux, sinon l'histoire elle marche plus. Donc si t'as décidé que sur Océan t'es gavé, et ben tout ce que tu peux faire c'est reporter Océan à plus tard, mais tu ne peux pas l'enlever de l'histoire, tu vois. Donc RPG, FPS, c'était des moments où ah ouais ça c'est moyen, allez hop, à la benne, on refait autre chose, tu vois, et c'était moins important. Et en plus il y a un truc avec ces projets, je veux pas faire trop long, mais il y a un truc qui est important en tout cas pour moi, qui est hyper formateur et qui fait que c'est que RPG, FPS, DLC, pour moi il y a un truc magique, c'est que j'ai toujours pas compris pourquoi ça marche, en fait. C'est-à-dire que le truc, si tu veux, c'est que moi, je suis un ouf des mangas et des BD. Junker, il s'en fout un peu. On kiffe les jeux vidéo, pas les mêmes. C'est-à-dire que lui, c'est un mec qui se découpe à Call of, à faire du trickshot. Et moi, je suis un mec qui peut passer 75 heures sur un RPG, à aller faire toutes les quêtes tertiaires et à faire du FedEx. Donc du coup, c'est assez inexplicable pourquoi ça marche. Si j'avais voulu le faire j'aurais pu le faire par exemple avec je sais pas, avec Chien et Nigel qui sont beaucoup plus dans le même mode que moi, on regarde les mêmes trucs et en fait non, il y a un truc inexplicable qui se passe avec Junker qui fait qu'on a tout de suite ce qu'on veut et que ce truc là, je crois, on essaie de l'intellectualiser le moins possible. Je pense qu'on n'a jamais donné d'interview ensemble et qu'en fait on le fait pas parce que par exemple
des fois on n'a pas trop envie de parler, tu vois, de ça, parce qu'on a envie que ça reste magique, tu vois. Que ça reste, ah bah pouf, on le fait, il est là, et on le sort, et ciao. Dans le fil rouge du jeu vidéo qui est tendu sur les 3 projets, ce thème il se retrouve dans les références que tu manipules, mais aussi un petit peu dans la recherche instrumentale. Dans les productions, on entend des références aux habillages, aux effets sonores d'époque, à la musique 8 bits, même à ce que certains et certaines appellent le chiptune. Absolument. Voilà. Ce qui frappe avec ces musiques d'époque, c'est voilà, les trouvailles polyphoniques, les sonorités un petit peu plastiques. Comment est-ce que vous vous êtes imprégné de cet esprit? Est-ce qu'il y a des recherches de VST obscures? Beat Crush, hein. Beat Crusher. Non, bah c'est juste que du coup, en fait, finalement, il n'y a pas tellement de recherche de VST obscures parce qu'en fait, justement, des sons un peu 8 bits et des trucs cheap, les VST, ils sont remplis de ça. 90% des VST, c'est beaucoup plus dur si tu veux aller chercher une flûte épique avec un rendu un peu crédible dans un VST que si tu veux aller chercher une square ou une sign totalement ronde qui sonne Mega Drive, tu vois. Les VST sont remplis de ça, d'une part, et d'autre part, en fait, ça nous faisait marrer. Je pense que c'est juste... Et je pense que c'est juste, en fait, aussi... Finalement, les gens le faisaient pas trop, ou quand ils le faisaient, ils le faisaient pas comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait pas énormément de trap 8 bits, tu vois. C'était un truc, t'avais des Natsu Fuji, quelques beatmakers un peu obscurs qui faisaient ça et tout. Mais si t'allais entendre à ce moment-là un morceau de trap, je sais pas moi, un Lacrim, ou même un A$AP Rocky, ou un Travis et tout, tu vois. C'était pas ça le mode. Et en fait, le truc, c'est juste que je pense que sans faire exprès, à un moment, Junker, il en a fait une comme ça. Que moi, du coup, ça m'a automatiquement évoqué les jeux vidéo et les mangas et ma culture pop, que du coup, j'ai tout mis dessus. Et qu'en fait, on s'est dit, ok, c'est inépuisable comme truc, et en plus, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, tu vois. Donc, c'était un gouffre, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait, il y a eu un morceau, après, il y a eu une idée de projet, et en fait... au bout d'un moment, on a fait des morceaux et après on s'est posé, on a réfléchi à quel morceau et à ce qui manquait sur le projet. Mais en tout cas, ça, on a fait plein de morceaux instinctivement et après on a réfléchi un peu en termes de projet. Mais sinon, ouais, c'est ça, on a fait une prod Et après, c'est devenu un truc de mineur, tu vois. Après, c'est devenu un truc de mineur. C'est-à-dire, c'est en mode, j'arrive au studio et je lui dis, ouais, ok, tu vois la musique d'écran d'accueil de la GameCube, aujourd'hui on fait ça, tu vois. Et là, en fait, ça devient un peu plus compliqué, et je pense qu'il y a un peu plus de challenge entre moi et Junker, parce qu'il y a un moment, en fait, à la fin d'RPG, et surtout quand on a fait FPS, en fait, où malgré nous, sans le faire exprès, on est devenu précis dans nos attentes par rapport à ça, tu vois. C'est-à-dire qu'entre-temps, moi, je me bute, j'écoute masse d'OST, et du coup, et je pense que ça se sent un peu dans FPS. Dans RPG, on découvre et on fait de la pâte à modeler, tu vois. Et dans FPS, d'un coup, on sait, tu vois, genre, on sait c'est quoi et on sait ce qu'on veut, tu vois. Et du coup, il y a des morceaux où tu peux presque identifier un jeu derrière la prod, où tu vois, moi, en tout cas, quand je passe la commande à Junker, je lui dis, ok, là, j'ai envie qu'on fasse un truc en mode Doom, ou alors j'ai envie qu'on fasse un truc en mode Pikmin. Megaman, ouais, voilà, tu vois. Et maintenant, et je pense que si on le refaisait, et j'espère qu'on le refera, tu vois, et je pense que ce sera de... En fait, le truc, c'est que je pense que plus on va faire des projets comme ça, plus ils vont être nichés, en fait. Et je pense que FPS est déjà moins universel que RPG. Et Bellec, le prochain, il est très très crochu, tu vois. C'est-à-dire que Bellec, il est incompréhensible pour les gens non initiés. Et moi, c'est pour ça que c'est un side project, parce qu'il y a aussi plein de gens qui me disent, écoute, nous, on adore ta musique, mais alors par contre... Là, quand t'es en train de me parler d'un modèle de pistolet du 8ème niveau de Megaman, tu vois, j'y suis pas du tout, tu vois. Et voilà, du coup, en fait, on cultive, je pense, le fait, enfin moi, en tout cas, je cultive le fait que ce soit de la niche et que ce soit un access à plein de gens. Dans la musique de jeux vidéo, il y a un truc qui peut être prise de tête, en tout cas à l'époque, c'est les musiques qui tournent en boucle perpétuellement. On pense à Tetris, par exemple. Pourtant, c'est le cœur de la musique d'un producteur que de faire de la loupe. Mais d'un autre côté, toi, Sheldon, t'as montré que t'aimais bien faire des prods évolutives. Vous aviez déjà 2 styles de production qui étaient assez identifiés. Comment est-ce que vous avez concilié vos regards en travaillant là-dessus ? Des fois, c'est lui qui prend, des fois, c'est moi. Enfin, en fait, c'est juste même des fois, c'est naturel. Hein. Juste, des fois, la prod, la loupe, en fait,
La loupe, elle marche bien quand t'es en train de la produire, mais une fois que tu l'arranges, bah, il manque quelque chose. Et il y a des fois, juste la loupe, c'est la loupe. Et... En fait, c'est ça. Hein. Tu veux faire une prod en 10 minutes et qu'elle bouge plus jamais. Moi, j'ai envie qu'il y ait 9 tomes de BD et que tu aies l'impression d'avoir fait un voyage complet en 3 minutes. Et ensuite, en général, on a suffisamment d'humilité pour que ce soit celui qui a pris le morceau dans le bon sens qui gagne. Tu vois, c'est-à-dire que ce qui va se passer très souvent, c'est il va faire une prod et je vais en foutre partout. Je vais mettre 4 bridges, machin. Des fois, ça marche comme ça. Des fois, ça fait une chimère complètement inécoutable et du coup... il sort la V1 et il dit mais gros en fait quand ça tourne en boucle c'est 8 fois mieux et je pense que celui qui a la main c'est celui qui a la meilleure compréhension du morceau à la fin. Moi il y a plein de morceaux de FPS que j'aurais pas du tout pensé comme ça ou de RPG et où je suis très content qu'il soit comme ça et je suis très content que Cœur ait fait le forcing en disant non mais gros ce qui est intéressant là c'est que ça soit tout le temps la même chose tu vois. Et à l'inverse, je pense qu'il y a aussi des morceaux où il y a aussi des morceaux où on avait des trucs très loupes à la base, tu vois, je pense notamment à FPS, sur FPS, la V1 du morceau c'était vraiment très très gogol. Et en fait, FPS, en fait, quasiment quand on a eu le clip, en fait, on a refait la prod par-dessus le clip, Cœur et moi, et c'était... Pareil, en plus, c'était une semaine avant de devoir rendre le morceau sur les plateformes ou un truc... On était dans des timings complètement farfelus. Ouais, non, c'était même bien moins que ça, parce que c'était juste avant le clip, je crois que c'était 2-3 jours avant que le clip sorte. Voilà, les timings tendus, on en parlait. Il y a un truc qui m'a intéressé quand j'ai réécouté certains de tes morceaux, il y a une expression sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne. Désolé les gars, moi j'ai pas le temps, je dois jouer à l'ordinateur avec mon papa. J'aimerais bien qu'on revienne sur la partie avec mon papa dans un deuxième temps, mais jouer à l'ordinateur, cette expression, si on se penche dessus, ça peut vouloir autant dire jouer à Doom, que faire des productions. Il y a quand même un rapport à la machine qui est assez privilégié chez vous. Tu dis aussi un petit peu plus loin, je suis dans l'interaction entre le 0 et le 1, je me reconnais dans ce mélange, et on sent qu'il y a un rapport de fascination-répulsion avec les machines. Comment est-ce que tu entretiens ça ? Ah moi, fascination, hein, aucune répulsion. Okay. Je suis hyper, en plus, hyper compliqué parce que je pense à la différence de Cœur, je suis la génération un peu avant, donc je suis la génération où encore les parents ils pensent que jouer à l'ordi c'est pas bien. Certains parents, en tout cas, tu vois, c'est encore dans les mœurs que le jeu vidéo, c'est un truc qui détruit le cerveau et pas qui construit. Et moi, c'est genre constructeur de 99,9% de mon intelligence si j'en ai une, quoi. C'est-à-dire que c'est absolument sûr que si j'avais pas autant joué à la console et autant passé mon temps sur un ordinateur, je serais pas 1% de qui je suis. Et du coup, non, c'est fascination, hein. C'est-à-dire que la seule répulsion, c'est que maintenant je dois mettre des lunettes et que les écrans ça fatigue les yeux. Pour le reste, moi je suis la première génération Internet, donc je suis la génération où en fait tu dois aller chercher tes BD à la bibliothèque et tu dois lire les séries avec des trous et d'un coup il y a les scans. Et en fait, tu peux, si tu veux, découper un manga en 3 jours, lire X tomes d'un manga en 3 jours sans t'arrêter. Je suis... Enfin, tu vois, génération YouTube, quoi. Quand YouTube, ça commence à avoir du contenu, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand j'ai été petit et qu'il y avait Internet, il y avait des Coréus, des Google, où on devait se taper pour trouver des vidéos rigolotes, machin, et d'un coup on nous met YouTube, tu vois. Et je parle même pas du site réseaux sociaux, parce qu'en plus, moi, j'ai été un peu en marge de ce truc-là pendant longtemps. C'est-à-dire que pendant longtemps, je m'en tapais. J'avais un Facebook, j'avais un Insta, machin et tout, mais je l'entretenais pas du tout. Ça m'a intéressé uniquement au moment où j'ai compris que ça pouvait être un biais créatif. C'est-à-dire quand, par exemple, j'ai eu l'idée de la BD Insta, je me suis dit, ah ouais, ok, Insta, c'est incroyable. Mais c'est seulement à ce moment-là, sinon, moi, poster des photos ou je m'en tape un peu. Mais par contre, ma vie c'est un ordinateur, quoi, tu vois. C'est-à-dire que effectivement il y a les jeux vidéo, il y a les prods, il y a le logiciel, il y a le mix, il y a le master, et il y a tout ce qui se passe dans ma vie autour qui n'est jamais sans un ordinateur. Enfin, tu vois, hier j'ai passé 2 heures à cuisiner, et j'ai passé 2 heures à cuisiner en écoutant des podcasts, et tu vois, genre j'ai un cerveau bionique, quoi, tu vois. Si ça s'arrête, j'ai l'impression qu'on mange mon flux, tu vois. Et le seul truc
qui peut m'éloigner des machines, c'est la lecture, tu vois. Et parce qu'en fait, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour moi, fermer un ordinateur, ouvrir un livre, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est juste un espèce de flux tendu de connaissances sur toi. Et en fait, je suis incapable sans ça, le reste m'intéresse pas, quoi. Je suis un golemon de ça, tu vois, le reste m'intéresse pas. C'est peut-être le seul truc qui m'intéresse à côté de ça, c'est l'aventure humaine, quoi. Tu vois, je sais pas, être avec ma copine que j'aime, être avec mes potes, me taper des barres, mais mon corps en tant qu'enveloppe charnelle, je m'en tape un peu. J'ai jamais été un mec trop sportif, tu vois. Donc du coup c'est la nourriture de l'esprit tout le temps, et l'ordinateur, ben c'est une espèce de cheat code final, ce truc là, quoi. C'est-à-dire qu'on te donne une boîte dans laquelle il y a tout, et où en plus, alors du coup ça a forcément des pendants négatifs, hein. C'est-à-dire que je suis pas en train d'idolâtrer le monde digital, et il y a plein de trucs qui vont pas là-dedans. Mais moi, ça a été mon premier outil de voyage, ma première fenêtre sur le monde, le moyen de comprendre, le moyen de faire le tri entre ce que dit ta famille et la vraie vie. Moi, je viens d'une famille qui est très unie, quoi, tu vois. En tout cas, du côté de ma mère, donc il y a une cellule familiale forte, on est beaucoup ensemble, machin et tout. Donc l'ordinateur dans la maison, quand il arrive, c'est aussi le moyen d'avoir le droit d'avoir une compréhension du monde autre que la vision qu'on te propose depuis tout petit via ton éducation. C'est très vite le moyen d'en avoir rien à foutre des cours, tu vois. C'est-à-dire, dès que je comprends... la première fois de ma vie que je peux consulter une page internet pendant un cours de maths, c'est le moment où je comprends que ma vie va être marrante, quoi, tu vois. C'est... Tout ça rejoint le truc de stage qu'on disait tout à l'heure, hein. Moi, l'enseignement hiérarchique, j'ai toujours été réfractaire. Pas parce que je trouve ça pas bien, parce que ça fonctionne pas sur moi, tu vois. Il y a des gens, j'ai des potes à moi, qui ont fait plus de 10 ans d'études et qui sont ravis d'aller se prendre un universitaire cheaté pendant 5 heures et de recevoir... Moi, ça fonctionne pas, j'ai besoin d'apprendre exactement ce que j'ai envie d'apprendre au moment où j'ai envie de l'apprendre. Du coup, le WAP, hein. Le jeu vidéo aujourd'hui, pour revenir là-dessus, c'est une des industries culturelles les plus puissantes au monde. Il n'y a qu'à voir l'attente d'une PlayStation 5, un GTA, l'importance que Fortnite, Twitch, tous ces trucs-là ont pris. Pourtant, pour vous, faire référence aux jeux vidéo, c'est encore un truc de contre-culture. Mais c'est en passe de devenir un modèle méga dominant. C'est déjà un modèle méga dominant, mais après, nous, moi en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est très rarement Assassin's Creed, FIFA et Call of, quoi. Bien sûr. Et là, c'est un peu en train de changer. Twitch a changé ça. Twitch a changé le fait que maintenant, c'est access t'as des gens qui sont pas du tout rongés de jeux vidéo, qui jouent à Binding of Isaac ou à Dark Souls 3, tu vois. Moi, c'est ça, pour moi, le jeu vidéo. Mais c'est comme tout, en fait. Après, c'est une question de goût, tu vois. Tu peux prendre le premier ou le 8e degré du truc et... Là où je veux en venir, c'est que la puissance que ça a amené à apprendre peut-être par le futur, elle peut tendre à révolutionner complètement notre manière d'entendre de la musique, voire même de la faire. Et vous, en tant qu'artiste, comment est-ce que vous vous positionnez, comment est-ce que vous vous projetez dans cet avenir-là? Pour moi, c'est déjà le cas. Pour moi, c'est déjà le cas. C'est déjà complètement fucked up, tu vois. Squeezie qui fait disque d'or en une semaine. C'est on s'est tous fait brain avec ce truc-là, tu vois ce que je veux dire. Tout est déjà croisé. C'est juste que c'est pas forcément les croisements que les gens auraient voulu, tu vois. Mais ça y est, tu vois, genre, tu peux être... Tu peux être un youtubeur gaming et faire disque d'or, tu peux être musicien pour de la musique de jeux vidéo et être un des premiers Twitchers France parce que t'es chaud à quelques jeux, tu peux être un artiste méga mainstream et avoir une prod complètement lofi qui pop dans un album sans que ça n'évoque même une réflexion aux gens, tu vois. Tu vas avoir je pense à comment il s'appelait ce morceau il y a un morceau d'SCH là sur je sais plus quel album, je crois Va niquer ta mère, un truc comme ça. Cet album là, ce morceau là, c'est un morceau, je sais pas, la prod de Guilty elle est méga digitale, on dirait un niveau de Bomberman SNES, quoi, tu vois. Mais jamais personne va le relever en interview, tout le monde s'en fout. Personne va aller voir SCH en lui disant oui alors donc tu as beaucoup joué à Dragon Quest 4, tu vois. C'est complètement rentré dans les mœurs ce truc là, tu vois. Donc du coup
Du coup, moi, très bien, tu vois. Après, il y a des lectures, tu vois. C'est-à-dire que nous, on n'utilise pas le matériau, on cultive le matériau pour moi. C'est-à-dire que on veut ça, tu vois. On veut pas se servir de ça pour faire autre chose. C'est pas du tout le but, on veut ça. Moi, j'ai envie, quand t'écoutes FPS, que ça te donne qu'une envie, c'est de te racheter une NES ou alors ou même une Play 5, hein, très bien, tu vois. Mais j'ai envie que ça mette les gens dans un truc numérique. Et il y a plein de gens qui utilisent ce truc-là de façon détournée, et je trouve ça très bien aussi. Mais pour moi, la musique, elle est complètement mindfuck par le jeu vidéo. De toute façon, c'est simple, hein, c'est l'industrie, tu l'as dit dans la question, hein, c'est culturellement l'industrie la plus puissante du monde aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire, t'as pas un film hollywoodien qui génère un tiers du pognon de ce que génère un FIFA annuellement, tu vois, à coup sûr, tu vois. Donc voilà, hein, tout le monde joue aux jeux vidéo, les grands, les petits, les adultes, les vieux. Maintenant, c'est, tu vois, genre même, ce qui est fou, c'est que même ta grand-mère, elle est sur Candy Crush aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, elle me l'a pas dit encore. Non, mais tu vois ce que je veux dire, mais il y a du jeu vidéo pour tout le monde, il y a du jeu vidéo de tout type, il y a du jeu vidéo pour tout le monde, quoi. Il y a des gens pour qui le jeu vidéo, ça représente Snake ou un casse-brique sur leur téléphone. T'as des gens pour qui c'est du e-sport dans Fortnite depuis 3 ans et où les mecs font carrément de l'entraînement physique pour jouer aux jeux vidéo. T'as juste des mecs qui veulent tout savoir dans RPG, t'as des gars qui font des tournois de Mario Kart ou des tournois de foot et ça se recoupe dans tout, tu vois. Et est-ce que c'est bien ou pas bien, j'en sais rien, mais en tout cas moi je suis clairement un produit de cette génération-là et de cette époque-là, donc... Pour conclure cette partie de l'échange, j'aimerais bien revenir sur la 75e. On est aussi à un moment charnière pour le dojo. Et il y a quelques mois, Limsa a sorti la deuxième partie de Logique. Et dans un morceau, il y a une phase qui est assez parlante autour de un genre d'état des lieux sur la 7.5 qui fait 7.5.16. On est une équipe, on est une époque, on est une école, on est une famille, on n'est plus des potes. Quand tu entends ces mots-là sortir de la bouche de Limsa, quand vous entendez Limsa prononcer ces mots-là, qu'est-ce qui se passe chez vous ? Moi, c'est un enfonçage de porte ouverte pour moi. C'est-à-dire, je pense que c'est très bien pour les gens. Moi, c'est ça, hein, tu vois. Genre, c'est plus mes potes, quoi. C'est ma mif, tu vois. C'est-à-dire que si, par exemple, on se voit pas, ça ne change absolument rien, tu vois. C'est-à-dire que je peux ne pas voir Limsa pendant 1 an. Je pense que je pourrais ne pas voir Limsa pendant 15 ans. De toute façon, les liens, ils sont tellement ancrés, tu vois, que on se connaît tellement, il connaît tellement mes limites, je connais tellement les siennes, je sais où je peux aller, où je peux pas aller, ici où il peut aller, où il peut pas aller, et c'est comme ça, tous les uns vis-à-vis des autres, et en fait, c'est intéressant, là, le dojo vient de fermer, on va ouvrir un nouveau lieu, c'est une période de transition... Mais en fait, nous, je pense qu'on a eu vachement peur de ça, tu vois. C'est-à-dire que la fin du dojo en tant que château fort de la 75e session, je pense que pour tout le monde, c'était une source d'angoisse parce que c'est comme quand t'as tes repères. En fait, ça a été comme quitter le nid familial une deuxième fois, ce truc-là, tu vois ce que je veux dire. C'est comme quand tu pars de chez tes parents, mais avec ce que t'as construit après, donc peut-être encore plus angoissant, tu vois. Mais en fait... on s'est très vite rendu compte que ça changeait rien. Je suis très vite rendu compte que je pouvais ne pas voir Sopico pendant 2 ans et puis le voir et que ce soit dans les 4 premières secondes exactement la même chose, tu vois. Et après, du coup, il y a des gens où on se voit plus, des gens où on se voit moins, mais comme la famille, quoi. Comme si tu vois pas ta tante... pendant 4 ans, mais que t'as passé toutes tes vacances d'enfance avec elle, et c'est ta tante et t'as tes repères, quoi, tu vois, quand t'es avec elle, et donc ouais, la phase de Limsa, elle est trop belle, elle est archi puissante, et bien sûr qu'elle m'a touché, en même temps, elle m'a plus touché dans l'intelligence d'écriture que dans ce qu'elle voulait dire. Ce qu'elle voulait dire, je le savais déjà, juste que quand il a écrit, je me suis dit... il dit un truc qui est tellement vrai, tu vois, il dit un truc qui est tellement vrai que j'aurais peut-être jamais été capable de formuler comme ça, mais... c'est ça, on est une famille, on n'est plus des potes, avec tous les inconvénients de la famille, et tous les avantages de la famille. Tous les inconvénients, c'est que, des fois, t'as pas envie de voir les gens, mais il y a Noël, quoi.
Tu vois, ben là, en fait, nous, c'est pareil. Des fois, t'as pas envie de voir les gens, mais on va faire une soirée de fin du dojo. Donc, on va se voir, tu vois. Mais le truc, c'est que du coup, tout le monde va y aller en mode, bon, bah, de toute façon, il n'y a pas le choix, donc on y va. Puis qu'au bout d'un quart d'heure, ça va être la foire et tout le monde va rigoler parce que, comme en famille, quoi, tu vois. Et pareil avec les engueulades, pareil avec les discords, avec les discords entre potes, c'est chiant parce que tu peux créer de l'éloignement définitif, tu vois. Moi, je me suis déjà embrouillé avec des potes à moi que j'ai plus vu après et maintenant on n'est plus des potes, tu vois. Le dojo, il y a ce truc rassurant, tu peux t'embrouiller, tu sais que à un moment ou à un autre, tu vas être confronté, quoi. Donc, du coup, c'est ça, hein. On est une famille, on n'est plus des potes. Je sais pas comment Cœur il le perçoit, ce truc-là. Mais... Non, je suis grave d'accord, je trouve que ça rebondit avec ce que je disais tout à l'heure. Et en fait, quand t'es 24-24 avec des gens, et en fait, c'est pas tu côtoies des gens, en fait, c'est tu vis avec des gens, c'est comme une famille, c'est même pas comme une coloc, c'est vraiment comme une famille, quoi. Voilà, je sais pas, je suppose que quand t'es parent, bah des fois, t'as des ados, tu sais pas s'ils rentrent le soir, et hop, ils reviennent le lendemain matin, ils prennent le petit-déj avec toi, après tu sais pas si tu vas les revoir de la journée. Bah là, c'est pareil, tu vois. Pendant 2-3 ans, il y avait tout le monde qui venait sur une période d'une semaine, t'étais sûr de voir, si tu restais là tout le temps, t'étais sûr de voir tout le monde. Et c'est ça, personne ne savait vraiment quand est-ce que qui venait, mais il y avait des soirs où en fait on se retrouvait à 8 pour 2 studios alors que chacun voulait faire des trucs, et d'autres soirs où en fait il y avait que les 2 studios qui étaient remplis, mais il y avait toujours du monde, c'était vrai, enfin ça complète juste le fait que c'est une famille, parce que en fait on vit ensemble, on mange dans les mêmes assiettes, on commande la même chose, quand il y en a un qui commande, bah il pousse et comme ça après du coup tout le monde le rembourse, enfin c'est vraiment un truc de famille, de famille dans les familles, et voilà, en fait c'est ça, genre il y a que des relations un peu saines où en fait quand on se dit les trucs, c'est comme quand tu dis les trucs à ta mif, quoi, c'est vraiment des trucs qui sont toxiques et que tu dis généralement, enfin que tu dis en plus de ça avec enfin pas avec méchanceté parce que c'est des gens de ta famille, du coup tu veux pas les vexer, mais juste c'est important de dire les choses, et du coup c'est des relations saines qu'on a créées, et c'est pas des relations comme tu disais amicales où en fait vas-y, si y a un mec qui fait une dindin, bah au pire c'est pas grave, c'était juste un pote, tu vois. Là c'est pas juste un pote, en fait c'est pas toujours forcément sain, mais c'est sûr, quoi. Ouais, c'est sûr. Dans cette phase de l'IMSA, il y a aussi, on est une époque, on est une école, comme si ça venait acter quelque chose, une conscience d'avoir marqué un moment peut-être dans l'histoire du rap français, qui sait, et peut-être un moyen d'ouvrir une nouvelle page. Quel avenir pour la 75e dans un nouveau lieu? Aucun problème, nous, on est le pire parasite. Nous, on est le pire parasite, on est le parasite qui aime parasiter, donc... tu vois, c'est bien pire que le Covid, en fait. C'est nous, on aime ce qu'on fait, donc on a absolument rien qui va nous empêcher de continuer à le faire, tu vois. Ça a jamais... En plus, nous, on est le meilleur exemple, puisque on n'a pas eu un espèce de succès dithyrambique à un moment qui nous a complètement propulsés hors de... C'est-à-dire que nous, on a toujours continué à faire ça, à plaire à des gens... Et donc je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a sans doute, peut-être on est une époque, peut-être on représente quelque chose. C'est surtout, en tout cas, on n'est pas l'équipe la plus mise en avant aussi de notre propre fait, parce qu'on se met pas forcément beaucoup en avant. Mais par contre, aucune chance que ça s'arrête, tu vois. On est beaucoup trop, et on aime beaucoup trop ça. Et donc ça veut dire que si y en a un qui down à un moment, il y en a forcément un autre qui va prendre, et il va toujours y avoir en flux tendu, et en plus, on est une nébuleuse. C'est-à-dire qu'en plus, le truc, c'est qu'il y a les affiliations que les gens font avec la 75e session sont pas tout le temps justes, tu vois. Donc, du coup, nous, on bénéficie d'un espèce de truc où, des fois, 75e session est évoquée dans des trucs sur lesquels on a très peu participé, juste parce que c'est nos potes, ou juste parce que c'est des proches. Tu vois, je pense à quand on est casse-dead à la fin de Flip de Lumpal. Flip, c'est un projet qu'on a écouté quand il est sorti, hein, tu vois. Mais juste, c'est notre œuf. On a fait plein de trucs ensemble, plus des trucs de potes, en fait, tu vois, plus des soirées, plus fumer des joints, rigoler, boire des coups, tu vois. Mais du coup, il y a on a la chance de bénéficier de cette espèce d'aura qui fait que
dans la tête des gens, 75e session, ça représente plus que les gens de 75e session. Du coup, l'avenir de 75e session, juste en fait, on ouvre un nouveau studio, on va continuer à mixer des morceaux parce qu'on adore ça, on va continuer à faire des morceaux parce qu'on adore ça, et ce sera sans doute avec d'autres gens, c'est dans la 75e session, en fait, c'est hyper en mouvement, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, des gens qui partent, t'as des Giorgio qui vont être là un temps, puis qui vont être moins là, mais qui vont toujours avoir une affiliation de cœur avec nous. T'as une Ziné qui va arriver beaucoup plus tard, et t'as des gens qui se connaissent même pas, en fait, tu vois. Peut-être que Ziné et Georges, ils se sont croisés une fois, tu vois, 2 fois. Mais en fait, on a de la chance de pas être trop... En fait, on est hyper écusson, on est hyper attaché, je pense, à notre écusson et à l'enseigne, mais je pense qu'il y a personne qui s'est senti de la légitimité de la revendiquer pour lui, pour lui-même. Et du coup, ça fait que quand il y a quelqu'un qui arrive et qui s'empare de ce truc-là, moi, peu importe ce qu'il fait, moi, il pourrait très bien y avoir un artiste 7-5 dont j'apprécie pas le travail, tu vois, ou quelqu'un qui est estampillé ou qui traîne avec nous, si juste je m'entends avec lui et que... Et il y a déjà des gens affiliés 7-5 que j'ai très peu fréquentés, tu vois, donc du coup, 7-5, pour moi, l'avenir, il est tout tracé, hein. On va continuer à faire du son parce qu'on aime que ça, et aucune barrière, tu vois. Là, on ouvre un nouveau studio, donc au niveau des ingés, on l'ouvre avec Cœur, Chien et Vigi. Vigi, c'est quelqu'un qui est dans notre environnement depuis presque 10 ans. C'est un concours de circonstances qui fait que là, on travaille ensemble. C'est parce qu'il s'occupe de mon nouvel album, que moi, je travaille énormément avec lui sur le nouvel album, qu'il avait besoin d'un lieu. On s'est dit, vas-y, on le fait ensemble. En fait, 7-5, c'est toujours ça, tu vois. Donc, un Vigi qui est à côté de nous, qui fait ses trucs avec son équipe depuis des années... Aujourd'hui, il y a des chances qu'il soit plus affilié qu'avant à ce truc-là, puisque maintenant il va être un des ingés de ce studio-là. Et en fait, c'est une espèce de chaise musicale perpétuelle, des gens qui viennent, des gens qui partent, tu vois. Sopico, il fait pas ses trucs avec nous en ce moment. Qu'est-ce que ce sera demain? Moi, j'en sais rien, tu vois. Peut-être que je retravaillerai avec So dans 10 ans, peut-être pas. Donc c'est le flux 7-5, il est comme ça, si tu veux. Donc du coup, je pense que le désavantage que ça a, c'est que des fois, il y a peut-être ça manque d'identification pour les gens. Et d'ailleurs, très souvent, les journalistes nous disent ça, nous disent ouais, on comprend pas, tu vois. Et ceux qui pensent avoir compris, en général, ils ont très mal compris, c'est les pires. Donc moi, je préfère les gens qui posent des questions que les gens qui savent qui on est, selon eux. Et mais il y a un problème d'identification, mais alors par contre d'un autre côté, je pense qu'il y a personne qui se pose la question de si la 7-5 va survivre, quoi. C'est genre juste une évidence, tu vois. Après, est-ce qu'elle va survivre est-ce qu'elle va toujours être flamboyante et tout? J'en sais rien, nous on s'en fout de ça, tu vois. Juste on va continuer à faire nos trucs. Puis on a de la chance parce que notre logo il a pas trop vieilli, donc... C'est qu'il a bien été fait. C'est qu'il a été bien pensé dès ouais, non?